Il y a 200 ans, le 17 avril 1825, l'ancienne colonie française Haïti se voyait imposer par la France une double dette qui encore aujourd'hui a un impact sur ce pays considéré comme l'un des plus pauvres du monde. Mais alors de quoi parle-t-on? Quelle est la situation en Haïti et la France va-t-elle rembourser cette rançon? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Je remplace Hugo aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Remontons donc plus de 200 ans en arrière. Le 1er janvier 1804, après environ 12 ans de guerre entre des esclaves d'Haïti et les troupes napoléoniennes, Haïti, située dans les Caraïbes, devient la première république noire indépendante du monde. Mais cette victoire a un prix. La France refuse de reconnaître l'indépendance de son ancienne colonie, qui est d'ailleurs considérée à l'époque comme la colonie la plus riche du monde. Et finalement, le 17 avril 1825, il y a 200 ans donc, le roi de France Charles X impose à Haïti le paiement de 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance. L'objectif affiché, c'est de dédommager les anciens colons pour la perte de leurs esclaves et plantations. Haïti, qui est menacé d'un blocus maritime, accepte. Le truc, c'est qu'Haïti n'a pas les moyens de payer cette somme qui représente plusieurs fois son budget annuel de l'époque. Résultat, le pays se retrouve contraint de contracter des emprunts massifs auprès des banques françaises. C'est la double dette d'Haïti. Alors sans rentrer dans les détails, finalement, en 1838, cette rançon de l'indépendance est réduite à 90 millions de francs or, mais Haïti s'endette beaucoup et ce n'est finalement qu'en 1952 que l'État effectuera ses derniers remboursements d'intérêts. Selon plusieurs experts et une enquête de référence du New York Times parue en 2022, tout ce système a mené, je cite, à une spirale d'endettement qui a paralysé le pays pendant plus d'un siècle, ce qui l'a placé dans une position économique difficile dès le départ. Concrètement, d'après les calculs du New York Times, Haïti a payé en tout 560 millions de dollars, soit environ 525 millions d'euros à la France. Et si cette somme avait été plus tôt injectée dans l'économie haïtienne, cela aurait rapporté entre 21 et 115 milliards de dollars à Haïti sur 2 siècles. Mais alors, comment cette dette impacte-t-elle encore Haïti aujourd'hui? Eh bien, selon plusieurs experts, cette dette considérable a empêché Haïti d'utiliser son argent pour investir dans des infrastructures, un système de santé ou encore d'éducation au moment de son indépendance, ce qui l'a durablement fragilisé. Aujourd'hui, je le disais, Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde d'après la Banque mondiale. Selon l'ONU, 6 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, ont besoin d'aide et subissent une insécurité alimentaire aiguë. Par ailleurs, plus d'1 million de personnes sont déplacées en Haïti, un chiffre qui a triplé en un an. Les catastrophes naturelles récurrentes, et notamment le séisme qui a touché l'île en 2010, aggravent cette crise humanitaire et bouleversent le pays. Mais ce n'est pas tout, Haïti fait aussi face à une crise sécuritaire avec des gangs très puissants dans le pays. Pour vous donner une idée, au moins 1518 personnes ont été tuées au cours des 3 premiers mois de l'année 2025 selon l'ONU. Et l'ONU estime qu'entre 270 000 et 500 000 armes à feu circulent illégalement en Haïti, avec la majorité d'entre elles qui sont contrôlées par des gangs. Les gangs utilisent aussi les viols et les violences sexuelles pour répandre la peur dans le pays, selon le chef des droits de l'homme de l'ONU. Haïti fait par ailleurs face à une importante crise politique depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021. En fait, la dernière élection présidentielle dans le pays a eu lieu en 2016 et depuis mars 2024, Haïti est gouverné par un conseil présidentiel de transition. La prochaine élection présidentielle est prévue pour fin 2025. Alors face à tout ça, des voix en Haïti s'élèvent pour que la France reconnaisse son rôle et même pour qu'elle rembourse Haïti. Mais justement, quelle est la réponse de la France? Eh bien, ce jeudi, Emmanuel Macron a publié un communiqué dans lequel il a annoncé qu'une commission d'historiens français et haïtiens allait étudier l'impact sur Haïti de la dette imposée par la France et faire, je cite, des recommandations afin de construire un avenir plus apaisé, sans donner plus de détails. Pour le moment, l'idée d'une éventuelle réparation financière n'a pas été évoquée, alors que c'est ce que réclament les autorités haïtiennes. En janvier, le président haïtien par intérim, Leslie Voltaire, avait déclaré qu'Emmanuel Macron avait abordé l'idée d'une restitution lors d'une rencontre. Et ce principe n'avait pas été mentionné dans le compte-rendu officiel de cette réunion qui a été publié par la présidence française. On verra donc quelles sont les recommandations de cette commission. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les États-Unis ont d'autres priorités que la paix en Ukraine et envisagent de passer à autre chose si la paix n'est pas faisable. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio au lendemain de réunions à Paris entre Américains, Européens et Ukrainiens. Il a estimé que les pays européens, en particulier le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, pouvaient, je cite, aider, faire avancer les choses et nous rapprocher d'une résolution du conflit en Ukraine. Pour le moment, les négociations autour d'un cessez-le-feu sont bloquées. En tout cas, Emmanuel Macron a indiqué que les échanges se poursuivront dès la semaine prochaine à Londres. Et tant qu'on parle de l'Ukraine, un accord a été trouvé entre l'Ukraine et les États-Unis
États-Unis sur les minerais ce jeudi. L'accord devrait être officiellement signé jeudi prochain, a annoncé le président américain Donald Trump. Alors pour le moment, on ne connaît pas les détails, mais l'accord doit donner aux États-Unis un accès privilégié aux minerais et aux terres rares qui se trouvent en Ukraine. L'objectif serait de compenser les milliards de dollars d'aide militaire accordés par les États-Unis à l'Ukraine depuis 2022. Selon les États-Unis, renforcer leur présence économique en Ukraine permettrait de dissuader la Russie d'attaquer à nouveau en cas de cessez-le-feu. Deuxième actu, la Russie a annoncé retirer les talibans au pouvoir en Afghanistan de sa liste des organisations terroristes alors qu'ils y étaient inscrits depuis 2003. Cette mesure a été validée ce jeudi par la Cour suprême, donc la plus haute juridiction du pays. Les talibans, c'est un mouvement islamiste armé qui a donc repris le pouvoir en Afghanistan en août 2021. Cette mesure symbolique aurait pour objectif de renforcer les relations entre la Russie et l'Afghanistan, qui est perçu comme un potentiel partenaire économique, mais aussi un allié dans la lutte russe contre le terrorisme. En fait, la Russie et le gouvernement taliban se sont rapprochés depuis l'attentat en mars 2024 du Crocus City Hall, une salle de concert près de Moscou. Cette attaque, qui avait tué 145 personnes, avait été menée par 4 tireurs du groupe État islamique au Khorasan, une branche très active de l'État islamique en Afghanistan et qui est l'ennemi juré des talibans. À noter que cette mesure ne revient pas pour autant pour la Russie à reconnaître formellement le gouvernement taliban. À ce jour, aucun pays ne l'a d'ailleurs encore fait. Troisième actu, le sénateur de droite Les Républicains et avocat Francis Spinner est soupçonné d'avoir attribué un logement HLM contre des faveurs sexuelles lorsqu'il était maire du 16e arrondissement de Paris. Concrètement, il est soupçonné d'avoir réclamé et obtenu les faveurs sexuelles d'une jeune femme en échange d'un logement social dans le 16e arrondissement en 2023. Selon les informations de BFM TV, la jeune femme affirme avoir eu des relations avec lui à 3 reprises, ce que Francis Spinner dément. Alors une information judiciaire pour corruption active et passive a été ouverte. La corruption active, ça concerne ceux qui proposent ou versent un pot de vin, et la corruption passive, ceux qui acceptent ce pot de vin. Une perquisition a eu lieu à la mairie du 16e arrondissement de Paris, mais aussi au domicile et au cabinet de Francis Spinner ce mardi. On suivra ça. Quatrième actu, l'ancien président de la République François Hollande a déposé sa première proposition de loi au bureau de l'Assemblée depuis qu'il est redevenu député en 2024, et elle prévoit la création d'un statut de réfugié scientifique. Alors concrètement, le député socialiste de Corrèze souhaite créer ce statut pour faciliter l'accueil en France des chercheurs américains qui sont menacés par les politiques de Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, le président américain s'en prend au monde scientifique, notamment en menant des coupes budgétaires importantes, en procédant à des licenciements massifs, mais aussi en bannissant certains sujets d'études, notamment sur le genre ou le climat. L'objectif de ce nouveau statut serait donc d'offrir un traitement plus rapide et efficace du dossier des chercheurs qui demanderaient l'asile en France. Selon la revue scientifique Nature, 75% des chercheurs américains songeraient à quitter les États-Unis. Cinquième actu, le tournoi de tennis de Roland-Garros a dévoilé ce jeudi quelques nouveautés pour sa prochaine édition qui se tiendra du 25 mai au 9 juin à Paris. Déjà, plusieurs hommages seront rendus à des grands joueurs du tennis et notamment à l'Espagnol Rafael Nadal qui détient le record du nombre de victoires à Roland-Garros. Rafael Nadal, qui est définitivement retraité du tennis mondial depuis novembre 2024, a remporté 14 fois Roland-Garros. Autre annonce qui a été faite ce jeudi, pour la première fois, il y aura une fan zone gratuite accessible place de la Concorde à Paris à partir des quarts de finale, donc du 4 au 9 juin. Cette fan zone pourra accueillir 5000 personnes devant 2 écrans géants et des champions viendront y défiler avec leurs trophées. Pour suivre tout ça, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram hugodécrypte.sport. Et on finit avec une bonne nouvelle, les outrages sexistes et sexuels ont baissé de 5% entre 2023 et 2024 en France, selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de la première baisse depuis que les outrages sexistes sont considérés comme une infraction en France, donc depuis 2018. En 2024, 3200 infractions de ce type ont été recensées en France. Ça peut être par exemple des gestes obscènes, des insultes ou des sifflements. À noter que 9 outrages sexistes et sexuels sur 10 concernent des femmes et qu'ils sont commis quasi exclusivement par des hommes. Depuis le 1er avril 2023, les outrages sexistes ou sexuels aggravés sont considérés comme des délits et ils sont donc punis plus sévèrement, notamment quand ils sont commis sur un mineur de moins de 15 ans, par une personne ayant autorité, en récidive, en groupe, à cause de l'orientation sexuelle de la victime ou dans les transports en commun. Ces actes peuvent entraîner une amende de 3 750 € et des peines complémentaires comme un stage de citoyenneté ou un travail d'intérêt général. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Il existe aussi en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Voilà, je crois
crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un superbe week-end et je vous dis à bientôt.